Bonjour tout le monde, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Ministre Conseiller, Madame la Chargée des Services Culturels. Vous m'avez fait l'insigne honneur de me demander de prendre la parole aujourd'hui en intitulant, ce que j'ai vu dans l'invitation, le titre de mon intervention, Conseil de l'aîné. Et je vous avoue, sans faire preuve de fausse modestie, que je trouve que la présentation est un peu prétentieuse parce que j'estime probablement ne pas encore avoir la sagesse de certains aînés, bien que je pense que la sagesse n'est pas l'apanage exclusif de l'âge, parce que c'est tant tel d'être le cas, alors c'est qu'il y a probablement d'autres personnes qui sont plus légitimes que moi pour prendre la parole. Je vois notamment le docteur Tigna, qui est ici présent, et qui à ce titre d'aîné aurait éventuellement pu vous entretenir d'un certain nombre de choses. Alors, ne pouvant me revendiquer de la sagesse des aînés, je pense que je peux à tout le moins me revendiquer de celle de l'expertise, de l'expérience, au moins en ma qualité d'avocat, et plus particulièrement comme fondateur du cabinet Lexlo, dont une des niches d'expertise est précisément en matière migratoire. Alors, le thème de mon exposé est large, conseil de l'aîné, donc fatalement je ne l'ai pas structuré, je n'ai donc pas une présentation de manière aussi structurelle que mon prédécesseur, mais je vais essayer de parler de deux choses. La première, d'abord, c'est de poser un constat, voire deux, et ensuite, naturellement, essayer de buter vers ce que je dirais des conseils ou quelques retours d'expérience de notre réalité de terrain. Je vois beaucoup de visages jeunes. Mon cabinet, en moyenne, a la chance de pouvoir suivre une centaine de demandeurs de visa pour études. Et donc, à ce titre, on est au cœur, je dirais, aussi bien en amont, c'est-à-dire avant, quand l'étudiant est encore au Cameroun, et quand il arrive ici, donc en aval, sur ces fameuses réalités académiques. Dans mes présentations, j'aime souvent prendre à la volée la dernière expression du prédécesseur, et ici, vous avez dit, avec beaucoup d'à-propos, le bon conseil et la bonne information. Ceci va être un peu le fil conducteur de ce que je vais parler ce soir, parce que dans mon expérience, aussi bien personnelle que celle de ma pratique, je pense qu'il y a actuellement une dérive au sein des étudiants qui, trop souvent, se réfugient dans les forats où ils vont prendre un certain nombre d'informations qui parfois sont légèrement exactes, mais qui souvent manquent beaucoup de nuances. Alors, il y a une thématique qui est chez moi qui est récurrente, je vous ai parlé de dérive, c'est de vous parler d'abord de ce que j'appelle un constat. D'abord un constat statistique. Premièrement, vous devez savoir que le Cameroun est le premier pays demandeur de visa, et ce depuis un certain nombre d'années. Il suffit de consulter les statistiques de l'Office étranger pour constater, c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'immigration académique camerounaise. On est le premier pays demandeur de visa pour études, mais à mesure du temps qui évolue, on est le dernier pays en termes d'octroi de visa. Et vous le mettiez en avant notamment à travers l'accord Arizona où les choses ne sont pas encore faites, mais où la mesure est donnée, ça c'est le second constat que je vais développer plus tard, c'est qu'il y a une volonté de tendre vers une immigration académique qualitative et donc fatalement d'aller vers un durcissement en matière de conditions d'octroi de visa pour études et en matière de conditions de renouvellement de séjour. La statistique, c'est que dans les années antérieures, on était encore en 2022 à un taux d'octroi de l'ordre de 50% de demande de visa pour études aux étudiants camerounais. Les dernières statistiques, celles de juin 2023, puisque ce sont les dernières qui ont été publiées par l'Office étranger, alors je pense que je les ai notées, on est en juin 2023 à des statistiques d'un visa accordé de 20%. Ce qui veut dire que ce que nous faisons de manière individuelle rejaillit de nouveau sur de manière collective. Et là, je vais peut-être faire un peu le pont avec le thème et l'intitulé de votre présentation aujourd'hui, puisque je prends les trois premiers vocables et je le trouve très pertinent. C'est jeunesse, maturité et responsabilisation. Je pense que de manière singulière, chaque étudiant est porteur en lui de l'espoir des étudiants de demain. Et de manière personnelle dans ma pratique, on constate dans ce que j'appelle une dérive, c'est que fatalement les étudiants qui arrivent effectivement se rapprochent vers des canaux d'information qui ne sont pas toujours les meilleurs. Et alors, je vais peut-être faire un lien directement avec notamment les conditions de renouvellement de séjour, dans ce que nous avons constaté, c'est que dans cette absence de distanciation critique de la nécessité de refaire un parcours académique qualitatif,
vous voyez les étudiants qui sont directement dans une logique de ce que j'appelle de l'imminence. C'est-à-dire qu'on veut tout maintenant. C'est-à-dire que l'étudiant arrive. Alors, je vous parlerai quelques mots de droit, mais très peu, parce que vous avez brossé déjà pas mal de choses. On est dans une logique de l'imminence parce qu'on se dit, on vient comme étudiant, et on est déjà dans la crainte de ce qu'on pourrait perdre quelque chose que l'on a déjà actuellement. J'ai envie de vous rassurer, les conditions légales actuelles me paraissent relativement claires. Tant que vous êtes en situation de réussite, vous n'avez absolument pas d'inquiétude à vous faire en matière de renouvellement de séjour. Ça, c'est le premier élément. Alors, si on était dans une logique, et je pense que certains de nos aînés l'ont connu, effectivement, on est venu dans le cadre d'études, et il n'y avait effectivement rien dans la législation qui permettait à un étudiant de pouvoir prolonger son séjour à l'issue de ses études. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a la directive 2016/801, l'article 20, qui a été transposé dans le corpus législatif belge, qui prévoit qu'à l'issue de ses études, l'étudiant diplômé a la possibilité de prolonger son séjour en vue d'obtenir soit un emploi ou de créer une entreprise. Et je vais également en dire un mot par rapport justement à cette thématique de maturité et de responsabilisation. Je vous parlais encore d'imminence, dans le sens où cette volonté de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on veut tout de suite maintenant un séjour définitif, donc l'étudiant qui arrive est déjà dans une projection de « je voudrais sécuriser mon séjour pour obtenir un séjour définitif ». Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dans les circuits que vous avez certainement entendu parler, monsieur le vice-conseiller, nous en parlons encore régulièrement, vous allez avoir ces logiques de coloris, de délais. Vous allez avoir des étudiants qui vont volontairement mettre en danger leur cursus académique parce qu'ils vont être dans une logique de l'immédiateté financière en vue de pouvoir notamment financer un mariage, une cohabitation légale ou tomber enceinte et de financer à travers un père qui va reconnaître l'enfant pour obtenir un permis de séjour. Et c'est là que je vous parle de cette critique de l'imminence où de plus en plus, non seulement il y a un durcissement des conditions, alors si on vous parle de reconnaissance d'enfants, j'en plaide tous les jours, c'est quelque chose que je décourage au plus haut point, parce que finalement, ce sont des solutions qui non seulement deviennent de plus en plus complexes, mais qui finalement mettent en danger quelque chose pour lesquels, si vous aviez eu une implication différente, vous n'auriez pas à recourir à ces éléments-là. Et donc, je vous parlais donc de responsabilisation, en disant que je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude lorsque l'on est étudiant à réfléchir à, notamment, à la situation administrative à laquelle on sera soumis en matière de post-études, puisque on n'est plus dans une nébuleuse et on est dans un système où le législateur a mis en place un certain nombre de réalités. Alors, dans un des dossiers que j'ai eu à traiter un certain nombre d'années, moi je décourage notamment par exemple tout ce qui est les reconnaissances dites complaisance, parce que les sommes financières qui sont mises en jeu, et là encore, la bonne information et le bon conseil, au jour d'aujourd'hui, je réalise que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas, notamment qu'ils ont la possibilité d'obtenir un séjour après leurs études, notamment en obtenant ce qu'on appelle un séjour investisseur carte professionnelle. Alors c'est le cas, nous avons notamment obtenu cela pour les étudiants qui ont été diplômés en tant que géomètres, pour les étudiants qui ont été diplômés en tant que psychologues. Ils ont des accords de collaboration avec des entreprises au terme de laquelle ils vont solliciter ce qu'on appelle une autorisation d'exercer l'activité économique indépendante. Et à ce titre-là, ils obtiennent un séjour. Je vous l'ai dit, mon propos n'était pas excessivement long et structuré. Je voulais essentiellement insister, et alors je reste bien évidemment à votre disposition parce que je peux vous parler de 1000 réalités théoriques ou juridiques, sur la nécessité de vous impliquer dans vos cursus académiques, parce que l'imminence, en réalité, vous met en danger, parce que j'ai l'occasion d'accueillir chaque année une dizaine de stagiaires, tout horizon confondu, et il y a un constat qui est criard, c'est que ce que je dis souvent en consultation aux étudiants qui prolongent de manière excessive leurs études, et c'est d'ailleurs la formule de l'Office des étrangers pour vous refuser le renouvellement de séjour, c'est qu'il faut avoir conscience d'une réalité. L'étudiant qui prolonge de manière excessive, fatalement, il constitue un retard à son accès au marché de l'emploi. Donc moi, un étudiant qui fait un cursus de bachelier qui devrait normalement être fait en 4 ans, mais qui le fait en 7 ans, pardonnez-moi d'une petite expression, mais c'est un ignare. C'est un étudiant qui se prive, fatalement dans la réalité, de 3 années de belles rémunérations financières. Donc,
Dans ce cadre-là, il aura été imminent parce que sans doute il aura sacrifié son projet académique et professionnel sur l'autel des réalités financières immédiates. Des étudiants qui veulent tout de suite des gros revenus et qui, fatalement, au lieu de se contenter des 20 heures d'études, comme vous l'avez très justement parlé, vont travailler bien au-delà pour entretenir un rythme de vie qui, selon moi, n'est probablement pas nécessaire et qui leur est préjudiciable au titre de leur perspective académique. Je vais encore terminer sur un dernier point, sur un constat sur la qualité pédagogique et la qualité professionnelle. Et c'est là que je buterai sur le mot maturité. Il y a un élément qui est clé, on parle beaucoup entre nous, dans la communauté et autres, de ce que certains appellent un plafond de verre. Alors, moi j'ai une façon de parler qui est très drue. Selon moi, il n'y a pas de plafond de verre à l'entrée professionnelle. Il y a simplement une sélection qui est objective. Parmi un certain nombre de stagiaires, toutes communautés confondues, que j'ai eu à rencontrer, les CV sont de moins en moins qualitatifs. Alors moi je me souviens quand nous postulions, j'étais à votre place il y a quelques années, on l'est encore, puisque fatalement, obligation de formation continue, on est constamment sur les bancs de l'école. Je me souviens que nos recruteurs disaient qu'un bon CV c'est 3 choses. Ce sont les grades académiques, ce sont les langues, et ce sont les activités extra-académiques. Alors souvent, je rencontre des étudiants de la communauté, où fatalement, vous voyez le CV, lorsque vous essayez d'en faire une lecture un tant soit peu objective, les grades n'y sont pas. On réussit de manière relativement boiteuse les premières années, avec beaucoup d'échecs, avec 10 de moyenne. Les activités extra-académiques, n'en parlons pas du tout, puisque tout le temps libre que l'on a, aucun étudiant pourrait avoir, il est consacré à Deleuze, à Colruyt, etc. Et fatalement, je ne parle même pas du critère linguistique, dont moi-même j'accuse ma propre pauvreté linguistique, mais que je tends à pallier. Et fatalement, vous avez des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi avec une certaine effervescence, une certaine ébullition, et qui, énervés directement, crient directement à la discrimination. Non. Un CV qui n'est pas qualitatif est un CV qu'on ne recrute pas. Moi-même, dans mon cabinet, on sélectionne de plus en plus. Si un étudiant n'a pas un CV qualitatif, il n'est pas recruté. Alors, imaginez que vous ayez fait vos études de soins infirmiers en 8 ans. Vous venez postuler, vous venez déposer votre CV, à côté vous avez un brillant étudiant, peu importe la communauté, qui l'est fait en 4 ans. Il est polyglotte, il a l'expérience, il a publié, il est fondateur d'un blog, et à ce titre-là, vous allez venir vous revendiquer d'une discrimination. Je pense que non. Et donc c'est essentiellement le propos que je voulais vous partager, parce que je suis fondamentalement de ceux qui se revendiquent de plus en plus d'une immigration qualitative, et le mot est d'ailleurs lâché dans l'accord Arizona. Il faut favoriser l'immigration qualitative, et je pense que nous, le devoir que nous avons en tant qu'aînés, c'est de vous dire que c'est une véritable opportunité, une aubaine, de pouvoir venir poursuivre des études en Belgique, puisque ces études, finalement, vous ouvrent tout horizon possible. À partir de la Belgique, moi j'ai des étudiants qui finalement migrent professionnellement en France, au Luxembourg, tout horizon, voire même des retours dans le pays d'origine. Donc je ne comprends pas cette pratique qu'il y a nécessairement à aller prendre des informations auprès de personnes qui, pour moi, n'ont pas les parcours les plus inspirants. Je préfère de loin me rapprocher du docteur Tignard pour comprendre un petit peu quel a été son cursus, quelle était sa réalité, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Ça, ce sont les sources d'inspiration. Les sources d'inspiration ne sont pas ceux de nos aînés qui vous disent il faut impérativement que tu ailles faire 40 heures au délai, que tu mettes 10 000 € de côté, que tu tombes enceinte, tout en mettant en danger votre projet pédagogique. Alors, moi j'ai des étudiants qui viennent chez moi, il a fait un bachelier, l'Office étranger lui a fait la grâce de prolonger son séjour, après 6 ou 7 années, il arrive à la 8e année, on lui délivre un ordre de quitter le territoire et il s'effondre en larmes en disant qu'il ne comprend pas ce qui lui tombe dessus, tout en sachant que dans les décisions antérieures, l'administration lui a dit attention, c'est la dernière année pour laquelle on vous permet éventuellement de renouveler votre séjour. C'est essentiellement en ceci que j'avais envie de vous dire, et peut-être encore insister sur responsabilisation, parce que, étant un acteur modeste de cette immigration académique, j'ai vu une évolution tant dans la pratique législative que dans la pratique jurisprudentielle. C'est notamment à cause des étudiants, pour la confidence d'une magistrate, c'est une des explications majeures. Autrefois, quand un étudiant avait une décision de
de refus de visa, il y avait la possibilité de faire un recours en extrême urgence. On a estimé, au terme d'un arrêt très connu du 24 juin 2020, qu'il ne faut plus faire de recours en extrême urgence contre les ordres de refus de visa. Et quand vous allez creuser, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a trop de dossiers, et trop de dossiers qui sont de moins en moins qualitatifs, et trop de dossiers pour lesquels on a de moins en moins envie de se battre. Vous citiez tout à l'heure effectivement une université, c'est un dossier qu'effectivement que je connais, une université qui a épinglé pas moins d'une problématique de 55 dossiers pour lesquels il y aurait des faux documents. C'est par ailleurs pour ça que Viabel a été institué en 2018. Responsabilisation parce que les actions individuelles que nous posons aujourd'hui ont un impact sur la manière dont l'administration et les législateurs vont décider de durcir la politique migratoire vis-à-vis de certains pays. Alors, actuellement, le Cameroun n'est pas encore sur la liste problématique de la RES. Moi, quelque chose qui me dérange particulièrement dans l'accord de l'Arizona, vous n'en avez pas parlé, c'est quand on vous dit que l'administration ou le législateur aura la possibilité de restreindre, voire d'interdire, que pour certains pays qui sont considérés comme pays source de fraude ou facilitant l'immigration académique, de dire que les demandes de visa pour ces pays ne pourraient ne pas être acceptées. Moi, le premier pays qui me vient à l'esprit, c'est le Cameroun, puisque je vous ai parlé du paradoxe de l'immigration. Et alors, je termine peut-être un mot sur ce paradoxe de l'immigration. Premier pays en termes de demande de visa, le Cameroun représente en moyenne entre 20 à 25% de la somme totale des demandes de visa par an en Belgique, et en moyenne entre 10 000 et 14 000. Le taux global d'octroi de visa, tout marché confondu, est de 75% plus ou moins. Et le Cameroun a un taux d'octroi plus ou moins de 25%. Donc s'il y a un pays qui sera dans le viseur, selon moi, du législateur belge, ce sera fatalement, plus de chances possibles, que ce soit le Cameroun. Et donc, je termine mon propos, j'espère qu'il aurait été intéressant un minimum, en vous disant, je pense que dans ce titre qui était pour moi très à propos, que j'ai voulu prendre, jeunesse, maturité et responsabilisation, fuyez l'imminence, fuyez l'immédiateté et comprenez que les actes que vous posez aujourd'hui auront des impacts et des conséquences relativement importantes sur la qualité de votre parcours, sur la qualité de votre projet pédagogique, mais également sur la qualité de votre projet professionnel, sans compter que dans cette responsabilisation, chacun de nous, chacun de vous porte le fardeau de ce que fatalement, ce que nous faisons individuellement a des conséquences sur la collectivité et sur les prochains demandeurs de visa pour études. Voilà ce que j'avais souhaité partager avec vous aujourd'hui. Et bien évidemment, je suis ouvert à toute question.